Attendez, j'ai des poils de chat. Ça, c'est un bon début de podcast, ça. Je le garde. Ok, bon. Prends soin de ta santé mentale. C'est le titre de cette vidéo, c'est le sujet de cette vidéo, de ce podcast. Et ça me faisait plaisir de vous parler de ce sujet. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo, mais je ne savais pas comment la faire sur YouTube. Je savais pas, je me suis dit que le titre Prends soin de ta santé mentale, ça va pas suffire à faire une bonne vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire un podcast et que j'allais prendre le temps de parler de ça. Et si vous écoutez régulièrement mes vidéos, mes podcasts et ce que je peux produire sur internet, vous devez savoir que je parle souvent par expérience, et lorsque je parle d'un sujet, c'est que je l'ai vécu des semaines ou des mois ou des années avant. Et donc si je parle de la santé mentale aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai commencé à ressentir ce qu'on peut ressentir lorsqu'on commence à avoir une santé mentale qui devient défaillante, ou en tout cas qui en prend un petit coup en fait. Et donc je vais vous donner moi on va dire les raisons qui me font penser que je dois prendre soin de ma santé mentale, les moments où je me dis ok, là faut que je prenne soin de ma santé mentale, les raisons que vous m'avez données, parce que j'ai fait un sondage également sur Instagram pour vous demander à vous quels étaient vos moments comme ça de réalisation, où vous vous dites ok, il faut que je prenne soin de ma santé mentale comme je dois prendre soin de ma santé physique. Les deux sont liés et on va en reparler dans ce podcast. Et donc j'ai fait un petit plan ici où je vais vous parler de ce que moi je vous conseille de faire pour prendre soin de votre santé mentale. Si c'est un terme que vous n'avez pas encore entendu, c'est très bien, parce que ça va vous parler, ce podcast, je pense, ça va vous faire comprendre qu'il y a vraiment deux choses dans la santé. Lorsqu'on parle de la santé, qu'on dit de prendre soin de notre santé, il y a vraiment la santé physique et la santé mentale. Et si vous n'avez pas encore entendu parler beaucoup du terme santé mentale, même si on en parle de plus en plus, c'est très bien, parce que ça va vous aider à comprendre tout l'intérêt et tout l'enjeu de prendre soin de sa santé mentale et de notre capacité à bien vivre les pensées que l'on a en tête, parce qu'on passe tous par là, on a tous des pensées actuellement en tête. En ce moment, tu as des pensées, ou dans les prochaines secondes qui vont passer, tu vas avoir des pensées qui vont t'arriver en tête. On a des centaines de pensées par jour, et si on n'arrive pas à bien gérer ça, on est en mauvaise santé mentale. Donc on va parler de ça, je vais te donner surtout des solutions, parce que le but de ce podcast, c'est qu'il soit le plus pratique possible et que tu en ressortes avec non seulement des réflexions intéressantes, et en même temps avec des actions concrètes à mettre en place dans ton quotidien. Ok, donc je regarde mon plan. On va commencer par définir la santé mentale, ensuite on va parler du lien entre la santé mentale et la santé physique, et ensuite on va analyser ce qui peut détruire notre santé mentale, prendre conscience de ce qui nous pourrait toucher notre santé mentale pour mieux se préparer, tu vois, parce que c'est un peu comme si on doit prendre un exemple un petit peu barbare, il y a vraiment les alliés et les ennemis, et notre allié c'est la santé mentale et la santé physique, et il va falloir qu'on identifie nos ennemis, tu vois, ça va être le but de ce podcast, tout ce qui peut nous faire rentrer dans notre tête des pensées qui vont détruire notre santé mentale, ou alors mieux accueillir les mauvaises pensées que l'on peut avoir, les pensées un petit peu plus négatives que l'on peut avoir. Comment est-ce qu'on peut accueillir ça pour que ça nous détruise pas notre santé mentale? On va parler de tout ça, ça va être intéressant, et on va parler à la fin d'encouragement et d'une petite citation qui résume assez bien les enseignements dont on va parler dans ce podcast. Donc voilà, je vous mets tout le sommaire du podcast en description de vidéo si vous avez envie d'aller à un point en particulier, mais j'ai construit ce podcast de façon à ce que ça se passe de manière chronologique, et que il faut passer par l'étape 1 avant de passer à l'étape 2, etc. Et donc on va commencer par la première étape, qui est celle de définir la santé mentale. Voilà, ça c'est mes années d'études qui me font encore à chaque fois définir les termes du sujet avant de passer au sujet. Mais c'est vrai que c'est une des premières questions que je me suis posée lorsque j'ai préparé ce podcast. C'est quoi la santé mentale en fait? On en entend parler, je trouve, de plus en plus. Il y a d'ailleurs un youtubeur qui est issu de ma ville qui s'appelle Ben Never qui en parlait régulièrement. En tout cas, moi, c'est un des acteurs de la santé mentale, je dirais, qui en a parlé le plus sur YouTube, je trouve. Et de plus en plus de youtubeurs en parlent. J'ai le souvenir de Juju Fitcat, pour ceux qui suivent YouTube, qu'on a parlé régulièrement, et puis beaucoup d'athlètes aussi, je trouve ça bien, beaucoup d'athlètes que je suis, je vais vous en reparler d'un ensuite, un champion de MMA qui en avait parlé, qui en avait très bien parlé, on en reparlera dans la partie 2, mais du coup, je trouve que c'est un terme dont on entend le plus parler, je trouve que c'est bien, on en parle plus souvent de la santé mentale, et donc, moi je me suis dit, ça fait
je pense, 3 4 ans que j'en entends de plus en plus parler de la santé mentale, et les premières fois que je suis tombé sur ce terme, en fait, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et si je peux vous donner une définition, moi, de la santé mentale, même si faudrait que je vérifie, mais je ne sais pas s'il y a une définition officielle de la santé mentale, je vais regarder au cas où. J'ai même pas regardé lorsqu'on tape santé mentale, qu'est-ce qu'on trouve sur Google? On tombe sur la santé mentale définit le bien-être psychique, émotionnel et cognitif ou une absence de trouble mental. Le terme est relativement récent et polysémique. Ok, donc bien-être psychique, émotionnel et cognitif, c'est bien. Moi, je te donnerai une définition plus simple qui est que la santé mentale, c'est ta capacité à gérer tes pensées. Voilà. La santé mentale, c'est quelqu'un qui est en bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui a des pensées et qui arrive bien à les accueillir, qu'elles soient positives ou négatives. Et pour moi, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé mentale, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses pensées, ou alors arrive à un stade où il a tellement de pensées que c'est trop confus, c'est trop brouillon, et donc tout passe, et c'est comme si tu avais 10 000, 15 000 voix dans ta tête en même temps, et tu n'arrivais plus à prendre de décision, et tu as trop de pensées négatives, les pensées négatives prennent le dessus sur les pensées positives, ou alors il n'y a même pas de pensées positives du tout, et donc tu arrives à un stade où les pensées négatives ont conquis ton espace mental, et donc tu n'arrives plus à prendre des bonnes décisions, tu n'arrives plus à imaginer un futur bon pour toi, et après on peut arriver à des stades plus de dépression ou au moins de déprime, et voilà, c'est un petit peu aussi le problème de la santé mentale et de tout ce qui touche à la santé mentale, c'est que il n'y a pas vraiment même si on a un petit peu, il n'y a pas vraiment de symptômes, c'est plutôt un ressenti. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de faire parfois la distinction entre une personne qui a juste trop de pensées, par exemple, elle est à une phase un petit peu compliquée de sa vie, avec le boulot, avec la vie sentimentale, avec la vie personnelle, beaucoup de réflexions, etc. Et elle commence un peu à être dans des phases de réflexion, même de bad mood, un petit peu de fatigue ou d'état un petit peu de tristesse. C'est difficile de distinguer cette personne-là de la personne qui est en déprime et de la personne qui est en début de dépression ou même qui est dépressive. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de dépression avec Arthur Moza dans un podcast récemment. C'est pour avoir vraiment l'avis d'une personne qui était dépressive et qui en parle et qui essaye de faire la distinction entre une personne déprimée et dépressive. Mais bref, je reviens sur ma définition de la santé mentale, qui est que selon moi la santé mentale, c'est juste notre capacité à gérer nos pensées et à bien les gérer. Ça, c'est ma définition, et je trouve que c'est bien parce que on va passer à la partie 2 du coup, parce qu'en fait la partie 1 c'était juste ça, c'était de définir la santé mentale, qui est pour moi donc cette faculté à gérer nos pensées et nos émotions aussi. C'est un peu un mix des deux, mais c'est vrai que tu vois, la capacité physique, la santé physique pour moi, c'est la capacité, ta propre capacité à mouvoir ton corps en fait. Si tu es capable de marcher, si tu es capable de courir, si tu es capable d'escalader, de faire des choses avec tes mains, avec ton corps, tu es en bonne santé physique, tu peux faire des choses avec ton corps, et ta santé mentale, c'est ta capacité à gérer tes émotions. Mais il y a un lien aussi entre les deux, parce que si tu es en bonne santé physique, il y a des chances que tu sois en meilleure santé mentale, et si jamais, un jour par exemple, si moi, je sais que si demain, je peux plus courir, je peux plus faire mes balades, je peux plus me déplacer et dépenser mon énergie, en fait, moi je suis comme un chien. Moi je suis comme un husky. Lorsque j'ai étudié les chiens, j'ai trouvé beaucoup de comparaisons. Je me suis trouvé beaucoup de comparaisons avec les chiens, dans le sens où j'ai une énergie chaque jour et j'ai besoin de la dépenser, et si je la dépense pas, je peux péter un câble. Je me sens pas bien en fait, j'ai besoin de cette énergie que je crée avec mes objectifs, avec ce que j'ai envie de faire. Si je la dépense pas, je suis comme un chien justement enfermé, et je sombre dans la folie en fait. Alors j'ai d'autres choses aussi qui peuvent me faire sombrer dans la folie. Si je commence à être trop submergé d'informations, si je commence à passer trop de temps sur mon téléphone, je peux aussi sombrer dans la folie, dans le sens où je peux être saoulé tout simplement. C'est pas vraiment de la folie au sens de je deviens complètement fou ou parano, c'est plutôt voilà, j'ai besoin de bouger. Et donc évidemment la santé physique est intimement liée avec la santé mentale, mais c'est vrai que on peut aussi trop pousser sur la santé physique et sur l'aspect de l'enveloppe, sur ton enveloppe corporelle. Ça peut causer des troubles mentaux aussi. Et donc il y a des personnes qui en ont parlé, on a parlé de TCA par exemple, il y a des personnes qui parlent de troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose qui peut toucher des personnes qui ont trop porté l'attention à leur santé physique sans porter attention à la santé mentale. Tu vois, donc c'est un petit peu dans les deux sens.
C'est vraiment une balance entre les deux. Et si tu prends trop soin de ta santé physique au sens de l'enveloppe de ton corps, c'est juste le physique que tu as et que tu délaisses ta santé mentale, tu peux avoir des gros problèmes sur ta santé mentale qui vont même t'empêcher de prendre du plaisir à avoir cette belle enveloppe physique. Et si tu, je dirais, orientes trop tes actions et tes pensées vers la santé mentale, prendre soin de ta santé mentale, mais que tu délaisses les bases, le fait de bouger, le fait d'être en mouvement, le fait de marcher, courir, d'être en mouvement physique, de faire de l'effort physique, bah tu peux aussi ça peut empiéter sur ta santé mentale en fait. Donc c'est vraiment un équilibre encore une fois. Et je dirais que les personnes ont plus tendance à délaisser la santé mentale parce que justement, il n'y a pas il y a plein de programmes maintenant sur comment avoir un beau corps pour l'été, comment perdre des kilos, il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus de bons coachs sportifs et de coachs sportifs qui se démarquent sur Instagram et sur tous les réseaux. Je trouve ça très bien. Le fitness, ça a explosé ces dernières années. J'ai même été un spectateur de ça, enfin un consommateur, on va dire, non, c'est pas le bon mot. Je suis tombé dans la hype du fitness il y a quelques années parce que c'est tombé en même temps qu'une rupture amoureuse, et donc moi je suis tombé dans la hype du fitness et franchement ça a changé ma vie. Donc franchement, le fait que le fitness se développe de plus en plus et que maintenant on a tous entendu un pote qui nous dit je me suis inscrit à la salle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis inscrit dans cette salle de sport, etc. Je trouve ça trop bien que ça se soit démocratisé et que les salles de sport, il y en ait de plus en plus en France. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de coachs physiques, mais il y a moins de coachs pour la santé mentale. Et donc, voilà, c'est ma responsabilité aussi, je dirais, après avoir pris conscience de l'importance de la santé mentale et de bien vivre dans ma propre tête, que je commence à en parler. J'ai envie de parler de plus en plus de santé mentale et de partager ce que j'ai appris. Donc on va passer directement à l'étape 2, qui est de prendre soin de sa santé mentale. Ok, ça doit être un chat. J'ai un chat qui a fait tomber des trucs. Pas de problème. On discutera de ça après le podcast, si tu veux bien. On verra. Prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin de sa santé physique. Je dirais que, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'athlètes qui parlent de la santé mentale et je trouve ça très bien parce que, par exemple, moi, lorsque j'étais jeune, les sports qui m'intéressaient le plus, c'était les sports de raquettes. Donc tennis de table. J'ai beaucoup consommé du tennis de table, de tous les grands champions, toutes les interviews. Je me rappelle de toutes les interviews que j'ai écoutées après les matchs à Roland-Garros, à l'Open d'Australie, bref, à toutes les compétitions de tennis et tous les discours aussi que j'ai entendus après des compétitions de tennis de table. J'ai jamais entendu, entre les années 2005 et 2015, j'ai jamais entendu une seule fois un sportif dire après une interview qu'il fallait prendre soin de sa santé mentale. C'était toujours prendre soin de mon corps, vivre bien, éviter les blessures physiques, etc. Mais jamais les blessures mentales. Et donc, ça m'a plu ces dernières années lorsque, après une interview par exemple, j'ai entendu un athlète que je suis parler de santé mentale et de normaliser ça. Je trouve ça très bien. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'était un exemple d'un athlète que je suis qui s'appelle Israël Adesanya, qui est un champion de MMA dans la catégorie des poids moyens, donc qui est un athlète qui est parmi les personnes les plus potentiellement dangereuses de ce monde parce qu'il fait du MMA et donc il maîtrise les arts martiaux et c'est un champion surtout. C'est quelqu'un qui a explosé ces dernières années, qui est devenu champion il me semble en 2019 à l'UFC et qui maintenant défend sa ceinture 2-3 fois par an. Enfin bref, pour les personnes qui connaissent le MMA, c'est un grand champion et c'est une personne qui peut de l'extérieur paraître dangereuse comme ça, qui peut paraître agressive lorsqu'elle est dans la cage, mais c'est pas vraiment une personne, en tout cas pour les personnes qui le connaissent bien, c'est une personne qui est très calme, qui est beaucoup plus intelligente qu'on peut l'imaginer lorsqu'on pense à un athlète de MMA qui est un petit peu le cliché du gars un petit peu stupide qui a envie de se taper tout le temps, etc. Et donc, pour revenir à cette personne, il avait dit, il n'a pas dit forcément dans une interview en particulier, mais c'est quand même une des personnes dans le MMA game, dans le game des sports de combat, qui parle de plus en plus de la santé mentale. Il y a aussi un grand champion de boxe qui s'appelle Tyson Fury, qui en a beaucoup parlé parce que lui, il a carrément fait une dépression, passé près du suicide, etc., alors qu'il était champion, qu'il avait de l'argent, etc. Bref, il en a beaucoup parlé, mais moi je voulais revenir sur Israël Adesanya, qu'on avait parlé et qui avait dit une phrase très juste dans un podcast où il avait dit que pour lui la santé mentale c'était comme la santé physique, fallait en prendre soin
2-3 fois par semaine, dans le sens où on dit souvent que pour s'améliorer en musculation, pour avoir des résultats physiques, il faut s'entraîner plusieurs fois par semaine, avoir une bonne fréquence d'entraînement, etc. 3-4 fois par semaine, aller à la salle. Et lui disait qu'il voyait les choses exactement de la même façon pour la santé mentale, dans le sens où 3-4 fois par semaine, il allait prendre soin de sa santé mentale avec plusieurs exercices en fait. Et donc par exemple, parler à un psychiatre, ça pouvait l'aider. Lui, il l'avait fait par exemple, et il disait qu'il allait voir un psychologue, même lorsqu'il se sentait pas forcément mal, juste parce que parler avec une personne, notamment un psychologue, ça pouvait l'aider pour sa santé mentale, le fait de se confier avec une personne, à une personne qu'il ne connaît pas personnellement ou professionnellement, et donc avec qui il peut dire des choses qu'il ne dirait même pas forcément avec un ami proche, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que même moi, je sais que mes amis très proches, les amis d'enfance que j'ai, c'est vrai que même avec eux, j'ai une certaine pudeur, dans le sens où, en effet, je pense que ce serait plus simple pour moi de parler de sujets avec un psychologue, si je devais parler à un psychologue, qu'avec des amis d'enfance, même si avec eux, je dis vraiment quasiment tout, 99,9% des choses, mais c'est vrai que parfois parler à une personne qui ne nous connaît pas du tout, et qui reste très professionnel avec nous, je pense que ça peut nous aider à nous confier plus. Et donc, parler à un psychologue, pour moi, ça devrait être normalisé. Ça devrait pas être juste exclusif aux personnes qui se sentent pas bien dans leur vie, dans leur tête surtout. Et surtout, ça devrait pas être une honte, même si, franchement, je sais pas si je suis déconnecté de la réalité par rapport à ça, mais moi, j'ai pas vraiment l'impression, en tout cas dans mon cercle à moi, que ce soit une honte de parler à un psychologue. Ça l'était beaucoup plus lorsque j'étais au collège ou au lycée. Je me rappelle qu'il y avait 2-3 personnes, je me rappelle, au collège ou au lycée, quand j'étais vers la phase 3e, qui avaient parlé à un psychologue, et je me rappelle qu'on était là, genre, je sais pas, ah ouais, donc cette personne, elle doit être bizarre, elle a parlé à une psychologue, mais on est méchant lorsqu'on est au collège, on est méchant. Et alors moi, je sais que je ne l'ai pas dit personnellement, mais c'est vrai que j'ai sûrement pensé à ce moment-là, lorsque j'étais en 3e, ah ouais, moi, cette personne, elle a parlé à un psychologue, elle doit être folle dans sa tête, etc. Je pense que maintenant les choses ont un petit peu changé, et donc moi dans ma bulle, dans ma sphère, j'ai pas l'impression que ce soit une honte maintenant de parler à un psychologue, mais en effet je trouve que c'est l'action à laquelle je pense lorsque je pense à la santé mentale, prendre soin de sa santé mentale, et donc j'ai trouvé ça très bien que ce champion d'UFC, ce champion de MMA, en parle et dise que pour lui c'est comme la santé physique, c'est comme on dit, faire 10 000 pas par jour ou aller 3 fois à la salle par semaine, bah là c'est pareil pour la santé mentale. Et ben on essaye de parler à un psychologue, je sais pas, toutes les semaines, tous les 15 jours ou même tous les mois ou tous les 3 mois, mais d'avoir une fréquence comme on a une fréquence lorsqu'on va à la salle de sport par exemple. Ensuite, évidemment, il n'y a pas que parler à un psychologue. Par exemple, moi j'ai jamais parlé à un psychologue de ma vie, c'est juste une action qui me vient en tête parce que c'est pour moi parmi les actions les plus efficaces pour la santé mentale, je pense que celle de parler à un psychologue, elle se place quand même dans le haut du panier, parce que j'ai autant se balader par exemple, pour moi c'est une bonne action pour la santé mentale, c'est incroyable, c'est gratuit, c'est accessible, et c'est le premier pas à faire, je dirais, aller se balader lorsqu'on a envie de prendre soin de sa santé mentale. C'est beaucoup moins contraignant et parfois pénible, on n'a pas besoin forcément de se pousser pour se balader, alors que pour parler à un psychologue, peut-être que ça peut impliquer plus de choses pour une personne. Donc pour moi par exemple la balade c'est un excellent moyen de prendre soin, de cultiver sa santé mentale, mais c'est vrai que parler à un psychologue, le nombre de personnes dont j'ai eu un écho extrêmement positif juste d'avoir parlé à un psychologue pour la vie sentimentale, pour la vie personnelle, pour la vie professionnelle, ça me fait penser que c'est une bonne action en fait. Alors je sais qu'il y a aussi des personnes qui pensent que c'est juste une personne qui est là pour écouter, qui est payée pour écouter, ou une personne qui n'a pas une bonne expérience avec un psychologue. Ça peut arriver, j'en suis sûr, mais je pense que si on essaye de considérer les psychologues, ou en tout cas de trouver une personne, une personne avec qui on peut avoir une discussion sans jugement, sans ego aussi, une personne avec qui on peut avoir une discussion saine, je pense que c'est aussi important que d'avoir par exemple un partenaire de motivation pour la salle de musculation. On parle souvent des personnes qui vont nous pousser à aller à la salle, un coach sportif ou alors un ou une amie qui se met à la salle en même temps que nous pour aller à la salle, de trouver cette personne-là, de la même façon qu'on a envie de trouver notre partenaire de vie. Je pense aussi que c'est bien d'avoir ce partenaire de santé mentale, que ce soit un ami, que ce soit même une personne sur YouTube qui peut faire des vidéos qui parlent de ça, ou alors un psychologue. Et je pense qu'en tout cas le psychologue sera sûrement plus qualifié
parce qu'il a une formation derrière, et je pense que ouais, par rapport à tout ce que j'ai entendu sur les bienfaits que ça peut avoir de pouvoir se confier à une personne sans jugement, sans avoir peur que ça ensuite que ça en parle un petit peu partout dans l'entourage, qu'il y a une personne qui balance des infos, je pense que c'est bien. Ok, donc prendre soin de sa santé mentale, comme on prend soin de sa santé physique, qu'est-ce qu'on peut faire? Parler à un psychologue, également faire des balades. Moi c'est mon go-to, c'est vraiment l'habitude qui me change le plus la vie, enfin qui m'a vraiment permis de faire beaucoup de choses dans ma vie, d'avancer beaucoup dans mes réflexions aussi. J'en ai déjà parlé, mais parfois lorsque je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, il y a 2 ans, 3 ans, je prenais mes affaires, je savais pas où j'allais, enfin je savais à peu près quel chemin j'allais emprunter, parce que moi j'ai la chance d'habiter près de chemins de campagne, donc il y a toujours un petit chemin vers lequel je peux aller pour me balader. Je savais pas exactement ce que je voulais faire de mon après-midi, mais lorsque j'étais vraiment perdu dans mes journées, dans mes après-midi, je me disais, bah ok, je prends mon sac, je prends mes écouteurs et je vais partir. Juste 1 heure, 2 heures me balader, et je reviendrai lorsque j'aurai quelques idées intéressantes, quelques réflexions intéressantes, ou au moins que je me serais juste baladé sans regarder tout le temps mon téléphone, etc. Et je savais que même si je rentrais sans avoir forcément d'idées nouvelles ou de choses à faire exactement très précises dans mon quotidien, voilà, que j'avais pas forcément eu l'impression d'avoir une balade extrêmement productive en termes de pensée, je savais que juste le fait de m'être baladé, ça allait m'aider ensuite à avoir des pensées de meilleure qualité, avoir des pensées, tout simplement, faire avancer mes réflexions. Et donc voilà, la balade, pour moi, j'ai une relation très sentimentale avec la balade, parce que c'est une habitude qui m'a apporté beaucoup et qui m'a rien demandé. C'est-à-dire que c'était gratuit et j'ai jamais eu... Voilà, après, j'ai jamais eu de problème en me baladant. J'ai eu de la chance aussi d'avoir des chemins comme ça qui sont adaptés à la balade près de chez moi. Je sais que c'est pas pareil lorsqu'on est en ville et que ouais, on est entouré de plein de personnes, que c'est peut-être plus anxiogène de se balader comme ça. Mais moi en tout cas, la balade, j'ai une très bonne relation avec les balades. C'est une habitude qui a eu un retour sur investissement énorme dans ma vie, surtout pour ma santé mentale, voilà. Et donc ça, j'ai noté, la balade, très important pour moi, la santé, la balade. Le sport aussi, évidemment, le fait de... Ce qui est pour moi je parlais de l'équilibre entre la santé mentale et la santé physique. Le sport se situe vraiment entre les deux, quoi. C'est vraiment le gardien, le sport, en tout cas la relation que j'ai avec le sport est vraiment le gardien de ma santé physique et de ma santé mentale. Alors je sais que, je me suis posé la question d'ailleurs un jour, si je devais finir en fauteuil roulant par exemple, ou si je perdais l'usage de mes jambes et que je pouvais plus pratiquer le sport comme je le pratique aujourd'hui, parce que je me suis posé la question vraiment, parce que je me suis dit un jour, mais qu'est-ce qui se passe en fait si j'ai plus le sport, parce que je veux pas être dépendant ni de quelqu'un ni de quelque chose, moi, dans ma vie. C'est vraiment ma notion mon envie d'être indépendant, elle est à tous les stades. Et je me suis dit un jour, mais le sport m'apporte tellement de choses, le mouvement m'apporte tellement de choses, comment est-ce que je fais si un jour j'ai plus cet accès au sport, en fait. Et je me suis dit qu'en effet, si ça m'arrivait, je pense que je trouverais mon échappatoire dans d'autres choses, parce qu'il y a plein de personnes qui sont, j'imagine, en fauteuil roulant et qui arrivent quand même à être en bonne santé mentale sans avoir accès au sport, ou en tout cas à tous les sports possibles, en ayant plus de contraintes pour faire du sport. Je trouverais mon refuge dans la lecture, l'écriture, justement toutes ces actions, toutes ces habitudes en fait qui nous permettent d'être en meilleure santé mentale. Et je pense que même si j'étais privé du sport, je pense que je pourrais prendre soin de ma santé mentale, parce que justement il y a encore plein d'autres actions. Mais c'est vrai que le sport, pour moi, ça reste un pilier, et je profite d'avoir 2 jambes, d'avoir 2 bras, et de pouvoir faire des choses avec et pouvoir faire du sport, parce que voilà, le sport c'est vraiment mon gardien. Si j'ai pas le sport dans ma vie, je pense que voilà, je deviens un petit peu fou, comme les chiens qui sont enfermés chez eux alors qu'ils ont envie de courir, alors qu'ils ont besoin de se dépenser. Et donc je peux que vous inciter à faire du sport, mais c'est pas dans ce podcast que je vais vous apprendre quelque chose vis-à-vis du sport, parce que je le répète déjà assez souvent. Mais voilà, peu importe le sport, la salle de sport, moi c'est un truc qui est parfait pour moi, parce que ça prend 1 heure par-ci, 1 heure par-là, j'y vais, je repars, je me sens mieux, il n'y a pas forcément de créneau dans ma vie. Moi j'aime bien... J'ai besoin d'avoir de la liberté dans mon organisation, et je sais que par exemple il y a des sports collectifs où il faut y être à 17h, sinon il n'y a pas le cours sinon t'as loupé le cours, sinon t'as loupé l'entraînement. La salle de musculation c'est parfaitement adapté à moi et à mon métier, mais il y a énormément d'autres sports qui sont disponibles et qui vont te permettre d'être en meilleure santé mentale, de te créer parfois aussi un lien social, de te créer une nouvelle communauté de sportifs. J'en parlais dans mon podcast sur prendre soin de soi, dans mon dernier podcast où je parlais de santé mentale un petit peu, où je parlais de se reprendre en main.
Je parlais de l'importance de la communauté, ben, le sport peut te donner une communauté, et moi la communauté des gens qui vont à la salle, c'est une de mes communautés, et je parlais justement, je vous disais que lorsque tu fais partie d'une communauté, tu comprends les blagues, tu comprends les private jokes, tu comprends tu découvres les inspirations du groupe, etc., un peu les leaders du groupe, et la salle de sport c'est vraiment sur TikTok, sur les réseaux sociaux, là, les gens qui vont à la salle de sport, il y a tellement de blagues, il y a tellement de vannes, il y a tellement de mèmes qui circulent sur le feed game, on va dire, sur la musculation, que moi ça a été vraiment une communauté que j'aime, que j'ai aimé, que j'aime toujours, la communauté des gens qui vont à la salle, on va dire, des fit boys, des fit girls. C'est un truc qui m'a beaucoup apporté, et voilà, donc le sport c'est aussi, c'est juste trop bien pour la santé mentale, et ça peut sauver tellement de personnes. Je sais, c'est un avis un petit peu contre-intuitif, j'en avais parlé un petit peu, enfin qui pourrait être un petit peu discuté, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent plus tristes qu'elles ne le sont, et qui peuvent vraiment en quelques semaines avoir un bien meilleur état mental en fait. Enfin, je veux pas sous-estimer le nombre de personnes qui sont profondément tristes et qui ont besoin de faire un vrai travail sur elles, de santé mentale, etc. Mais je veux pas non plus que des personnes se pensent plus tristes qu'elles ne le sont, et qu'elles pensent qu'une simple tristesse de quelques jours ou même quelques semaines, un mood un petit peu moins bon, moins d'énergie, comme ça peut arriver à tout le monde, comme ça m'est arrivé moi il y a quelques semaines en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Je veux pas que ces personnes pensent qu'elles sont foutues en fait, et qu'elles ont une santé mentale horrible, qui n'arrivent pas à trouver de l'optimisme un petit peu dans leur quotidien, qui n'arrivent pas à s'imaginer dans une meilleure situation dans 5-6 mois, ou même dans 1 mois ou 2 mois. Et ces personnes-là, qui sont une majorité, juste avec le sport, juste en courant un petit peu plus aujourd'hui qu'elles ne le font d'habitude, ou même en commençant à courir, en commençant à se mettre à la salle de sport, en commençant à faire un sport quel qu'il soit, vont s'améliorer mentalement en quelques semaines en fait, et ça ira beaucoup mieux dans quelques semaines. Ça ira en fait, ça ira beaucoup mieux. Et donc, je peux que vous inciter à faire du sport, et voilà, c'est vraiment si après cette vidéo vous allez au sport, si après cette vidéo si en même temps que cette vidéo vous faites des pompes, vous faites quelque chose de votre vie, vous mettez en mouvement, ou au moins vous allez vous balader, vous irez mieux dans 1 heure en fait, et vous vous direz même comment est-ce que j'ai fait pour être aussi mal il y a quelques semaines, il y a quelques jours, parce que vous allez découvrir une autre facette, vous allez découvrir l'endorphine en fait. Ça va être ça la différence entre le vous entre le vous de maintenant et entre le vous qui était triste et le vous qui était moins triste. Une fois que vous aurez un petit peu d'endorphine, un petit peu de dopamine, ça ira beaucoup mieux. Ça durera que 30 minutes, 1 heure, cette sensation d'après le sport où tu es plein d'endorphine, ça dure que quelques temps, mais parfois ça suffit à recommencer à remonter un petit peu la pente en fait. Donc le sport, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le sport c'est magnifique, le sport c'est la vie, et le sport ça devrait tous faire partie de notre vie. La 3e étape, c'est d'analyser ce qui détruit notre santé mentale. Alors, je vais donner mon exemple, encore une fois. Je vous ai fait un petit sondage il y a quelques jours sur Instagram, en vous demandant ce qui vous permettait de savoir que vous étiez en train pas de détruire, parce que c'est un mot un petit peu fort, mais de mettre un petit coup à votre santé mentale, tu vois. La santé mentale, c'est un petit peu comme, je sais pas, pour les gens qui ont joué à un jeu qui s'appelle Super Smash Bros. Brawl, auquel je jouais beaucoup lorsque j'étais au collège. Ce jeu, en fait, t'as une jauge, on va dire, de dégâts, c'est-à-dire que tu prends un coup, c'est-à-dire que, comment expliquer pour les personnes qui n'ont pas joué à ce jeu. C'est un jeu multijoueur où les joueurs se combattent dans une arène, tu vois, et lorsque tu prends un coup, lorsque un joueur adverse te met un coup, tu augmentes en pourcentage. C'est-à-dire que tout le monde commence à 0 au début, et quand tu prends un coup, tu es à 10%, puis après 24%, puis après 30% et quelques, etc. Et lorsque tu arrives à plus de 100% dans ce jeu, lorsque tu étais vers les 125%, 130%, dès que tu prenais un petit coup, t'étais mort en fait. Ton personnage il décollait, et c'était super dur de revenir dans l'arène. Enfin, tu savais que quand t'étais au-dessus de 100% de dégâts, en fait, il suffisait d'un tout petit coup et t'étais éliminé du jeu, tu vois. Et pour moi, la santé mentale, c'est un petit peu pareil. C'est une jauge qui monte petit à petit, et c'est difficile de se détruire notre santé mentale d'un coup. C'est plutôt un travail d'usure, tu vois. C'est un petit peu comme la santé physique aussi, parce que la santé physique, on est assez peu, à moins que, par manque de chance, tu aies un accident un jour, et je te le souhaite absolument pas. Évidemment, je touche du bois pour que ça ne nous arrive pas, mais il y a des personnes qui, d'un jour à l'autre, tombent
je suis pas sur une situation, tombent dans une situation horrible où elles ont un accident et donc elles perdent l'usage de leurs jambes d'un jour à l'autre. Mais la plupart du temps, la santé physique, elle se dégrade petit à petit avec nos habitudes, avec nos actions. Et donc on la détruit nous-mêmes petit à petit. C'est pareil pour la santé physique, pour la santé mentale plutôt. C'est un petit peu chaque jour, on fait des actions qui vont dégrader notre santé mentale, où on oublie de prendre soin de notre santé mentale, et donc on la dégrade petit à petit, tu vois. Le malheur te prend rarement par surprise. J'avais entendu ça il y a quelques mois dans un podcast, je sais plus qui l'a dit, c'était Oussama Amar, je crois, qui avait dit ça. Le malheur te prend rarement par surprise, c'est un petit peu ça l'idée, tu vois, c'est que ta santé mentale, c'est des petits pourcentages comme ça qui s'accumulent, des petites choses qui s'accumulent dans ta tête, et si t'en prends pas soin, ça va te retomber dessus. Et repense à ce jeu, à Super Smash Bros. Brawl. Si tu y as joué à ce jeu, t'as compris l'exemple. Mais en gros, voilà, quand tu commences à monter un petit peu dans la jauge de la santé mentale et que tout commence à t'irriter, tout commence à te démoraliser, et n'importe quelle petite chose en plus à faire dans ton quotidien représente une tâche énorme, c'est que tu n'as pas assez pris soin de ta santé mentale, ou que tu n'étais juste pas au courant et que tu dois en reprendre soin pour rediminuer un petit peu la charge mentale que tu peux avoir en tête et retrouver une clarté d'esprit, tu vois. C'est un petit peu schématisé, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et c'est comme ça que moi je prends soin de ma santé mentale. C'est en comprenant que parfois il y a des moments où je me dis attention, là tu commences à... T'as sûrement pas assez pris soin de ta santé mentale les semaines précédentes, et donc t'es en train d'en payer le prix maintenant, et là tu te retrouves dans un schéma de pensée qui n'est plus bon, parce que tu commences à broyer un petit peu des idées qui sont pas saines, et n'importe quelle petite action en plus te rend irritable, t'es irritable avec les gens autour de toi, etc. C'est à ce moment-là que moi je sais que je dois prendre soin de ma santé mentale et essayer de baisser cette charge mentale justement. Donc, et surtout, je précise que moi je vis seul, enfin je vis pas en couple, et donc j'ai l'avantage, lorsque je suis irritable, de faire chier personne, entre guillemets, tu vois, parce que je pourris pas la journée de quelqu'un lorsque t'es en couple, et que, je sais pas, imaginons que toi t'es passé une journée pourrie et que ton ou ta partenaire elle ait pas passé une très bonne journée, tu peux lui gâcher la journée, tu vois. Donc fais attention à ça, essaye de pas gâcher la journée des gens autour de toi, et en même temps, c'est un petit peu ça aussi le but d'être en couple, selon moi, c'est aussi de partager des choses, et en effet, t'es obligé de partager un petit peu tes émotions, et c'est le jeu, lorsque ton ou ta partenaire a pas passé une très bonne journée, bah vous partagez les choses, vous partagez un petit peu vos énergies aussi. Et donc moi l'avantage que j'ai, c'est que si un jour je suis irritable ou irrité, j'ai pas besoin je transmets ça à personne, tu vois. Par contre, quand tu vis seul et que tu dois prendre soin de ta santé mentale, et que ta santé mentale en prend un coup, bah t'es tout seul en fait. Il y a personne qui est là pour t'aider. Et donc faut faire très attention à ça, d'autant plus si tu es seul en fait. Ta santé mentale, ça devrait être vraiment une de tes priorités si tu vis seul, parce qu'il n'y a pas grand monde, même si tu as tes amis qui peuvent t'appeler, etc. Donc quand tu vis seul, il faut faire très attention à ta santé mentale, parce que justement, il n'y a personne qui sera là pour essayer de remonter un petit peu l'énergie positive de la pièce dans laquelle tu vis, parce que tu vis seul dans ta pièce, et donc l'énergie qui est dans l'endroit dans lequel tu vis, elle est déterminée uniquement par toi, en fait, et par tes pensées. Donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est un des enseignements que j'ai eu après avoir vécu seul quelques années lors de mes études, et encore maintenant aujourd'hui. Donc voilà, la santé mentale, il faut faire attention. Et donc, c'est à toi aussi de connaître les... j'ai pas de mots pour ça. J'allais dire les symptômes, mais c'est un petit peu un mot qui fait penser à des symptômes, ça fait peur, tu vois, symptômes. Mais je voulais dire ouais, on va dire symptômes, mais en gros, moi, je sais que lorsque je pense d'une certaine façon, lorsque je dis certaines choses, lorsque je réagis d'une certaine façon, c'est que j'ai pas assez pris soin de ma santé mentale, tu vois. Et j'ai fait un sondage justement il y a quelques jours sur Instagram, et ce qui revenait souvent, c'était les personnes me disaient lorsque je suis en mauvaise santé mentale, je suis irritable, tout le temps fatigué, tout le temps énervé, et même parfois des symptômes un petit peu plus physiques, dans le sens maux de ventre, maux de tête à répétition. Comment ça s'appelle, migraine, tu vois, quand il y a des symptômes aussi physiques, directement physiques, mais ce qui revient souvent, c'est l'irritabilité et le fait d'avoir plus de clarté d'esprit, et d'avoir plus le sentiment que ce soit même possible d'avoir une clarté d'esprit, en fait. Ça s'accumule depuis tellement longtemps, il y a tellement de pensées qui s'accumulent dans ta tête que t'as abandonné l'idée d'avoir une clarté d'esprit et d'être vraiment pour une fois dans tes journées
complètement maître de tes pensées et d'être tranquille dans ta tête, en fait, que ta tête soit une safe place. Il y a des personnes qui n'y pensent même pas, en fait, c'est pas possible. C'est tellement le chaos dans la tête de certaines personnes que elles ont abandonné l'idée d'avoir une tête où elles arrivent bien à gérer leurs pensées, etc. Et je précise que lorsque je dis qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs pensées et leurs émotions, je dis ça sans jugement, en fait, parce que dans ma dernière vidéo YouTube qui est sortie actuellement, celle où je parle de mon addiction au téléphone, je mets un extrait de Naval, qui est Naval Ravikant, qui dit qu'en fait il y a un combat inégalitaire entre les gens qui sont sur les réseaux et les gens qui ont créé les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, d'une part, tu as nous, les humains qui sont pas formés sur la psychologie sociale, la psychologie humaine, sur les comportements addictifs, sur comment est-ce qu'on crée des humains addicts à quelque chose. Et de l'autre côté, tu as une industrie entière de personnes qui ont créé des réseaux sociaux addictifs, qui ont créé des algorithmes pour nous rendre addicts et nous montrer des contenus qui vont nous rendre addicts et nous valider déjà nos idées, nos opinions. Donc ça pose déjà des problèmes dans plein de sujets, pour les idées et pour l'addiction, tout simplement le fait qu'on passe trop de temps à regarder des contenus chaque jour, en fait. Enfin, même moi, si je crée des vidéos sur YouTube, je pense que tout le monde serait plus heureux si on passait 2 fois moins de temps sur les réseaux. Je dis pas d'être quelqu'un déconnecté des réseaux. Enfin, je trouve, même moi, j'aurais du mal à avoir vraiment des relations. Enfin, j'aurais du mal à trouver des points de discussion avec une personne qui n'a jamais été sur un réseau social de sa vie. Je dirais même que cette personne, elle est plus déconnectée que moi, parce que, enfin, j'ai pas les personnes qui n'ont jamais passé une seule journée sur les réseaux, ça pourrait faire des discussions intéressantes, mais c'est vrai que, je sais pas, on n'aurait pas les mêmes, blagues, on n'aurait pas les mêmes choses auxquelles se rattacher. Ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que moi, par exemple, les personnes avec qui je parle au quotidien, bah, on a tous un compte YouTube, Instagram, Facebook un peu moins. Mais voilà, bref, je disais que cette vidéo, elle montrait bien que il y a vraiment un combat inégalitaire entre les personnes qui ont créé l'industrie des réseaux sociaux et les personnes qui consomment les réseaux sociaux, parce qu'elles sont complètement démunies, en fait. On n'a pas de formation et on n'est pas formé personnellement par rapport à ça. Et la santé mentale, c'est un petit peu ça, en fait. On a un combat inégalitaire entre nos pensées, entre toute, on va dire, l'industrie des mauvaises pensées. Donc ça peut être plein de choses, en fait. Qu'est-ce qui crée des pensées négatives? C'est nous, parfois, c'est nous-mêmes qui créons nous-mêmes nos pensées négatives. Et si moi, ces dernières semaines, j'ai eu, pas des problèmes de santé mentale, mais en tout cas que je me suis dit, ok, il faut en prendre soin de ma santé mentale, c'est que je détestais, en fait, je détestais me voir faire des choses. J'ai passé plus de temps que prévu sur le téléphone, j'ai fait moins de choses que prévu sur YouTube dans mon activité. Et même si ça se voit pas forcément, parce que j'ai des standards assez hauts, en fait, et par exemple mes parents, ils arrivent pas à comprendre, ils me disent non, c'est bien, tu fais une vidéo par semaine, c'est bien, tes vidéos elles sont bien. J'ai montré sur Instagram l'autre jour le retour que ma mère m'a fait sur ma dernière vidéo, qui est hyper positif, parce que mes parents ils sont cool, ils me poussent dans ce que je fais. Mais moi, en tout cas, j'étais pas fier de ce que j'ai fait ces dernières semaines. J'étais pas fier de comment j'ai géré mon temps. J'étais pas fier de ce que je me voyais faire, parce que j'en reparlerai, mais moi, parfois, lorsque j'essaie de comprendre un petit peu ce que je fais dans la vie ou ce que je ne fais pas, j'essaie de me voir à la 3e personne et d'imaginer que, par exemple, là, lorsque je suis là pour faire cette vidéo, j'imagine que je me disais, s'il y avait une caméra ici, qu'est-ce qu'elle verrait, cette caméra? Et j'essaie d'imaginer un petit peu comme parfois lorsqu'on voit les caméras de surveillance, par exemple, et juste pour sortir un petit peu de ce que je suis en train de faire, et de me voir à la 3e personne pour mieux comprendre ce que je fais. Et donc là, par exemple, si je me voyais à la 3e personne, je serais fier, parce que je suis à la bonne place, je suis sur mon bureau, je suis en train de faire la bonne chose, tourner une vidéo, etc. Mais ces dernières semaines, il y a eu plein de fois où je me suis vu ne pas faire les choses que j'étais censé faire. Je me suis posé sur le canapé, sur le lit, je me disais, j'arrête dans 15 minutes le téléphone, et je reste 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis en plus, moi en plus, c'est mon métier d'être sur les réseaux. Du coup, c'est tellement facile pour moi de me dire non, mais c'est mon métier, je suis en train d'apprendre l'algorithme, je suis en train de comprendre l'algorithme, alors qu'il n'y a pas de productivité dans ça, en fait. Il n'y a pas de choses utiles à en tirer forcément d'y passer plus de temps que prévu sur les réseaux. Donc bref, je parle des réseaux, mais il y a eu d'autres actions aussi où je me suis dit là, franchement, ton futur toi ne serait pas fier de toi. Et je sais encore une fois que ça peut paraître
brusque à dire ça comme ça. Je le dirais pas, je le dirais pas à vous par exemple. Je vous dirais pas de vous dire que je vous conseillerais pas de me parler, de vous parler à vous comme je me parle à moi. Mais je sais que moi j'ai besoin de me parler d'une certaine façon parce que j'ai aussi un passé de procrastinateur, etc. J'ai un passé qui est le mien. Et je connais mes failles et je sais à quel moment je dois faire attention et dans quel moment je peux retomber dans mes travers, etc. Donc voilà, c'est moi en tout cas, j'étais pas fier de comment j'ai géré ces dernières semaines. Je suis pas fier de la façon dont j'ai géré mon temps, qui est hyper important, de la façon dont j'ai géré des choix en fait que j'ai fait. Et c'est ça moi mon truc. Par exemple, je vous disais, ce chapitre c'est analyser ce qui détruit ou renforce notre santé mentale. Moi ce qui peut me détruire, c'est la façon dont je gère les choix que je fais. C'est-à-dire que si je suis dans une phase positive dans ma vie, tous les choix que je fais sont les bons selon moi. C'est-à-dire que tous les choix que je fais, c'était le bon choix à faire. Et je vis trop bien avec ces choix. Lorsque ma santé mentale est un petit peu moins bonne, je commence à remettre en question beaucoup de mes choix. Et lorsque elle n'est pas bonne du tout, je remets en question tous mes choix. Et je pense que je ne prends jamais les mauvais choix, enfin je prends jamais les bons choix. Et que tout ce que je fais, ça m'éloigne du bon chemin à suivre, etc. Et encore, moi je suis pas comme cette personne. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que lorsqu'elles sont en mauvaise santé mentale, elles ont l'impression que personne ne les aime, que tout ce qu'elles font, elles le font mal, qu'elles ne mériteront jamais quoi que ce soit, pas une relation, pas une amitié, qu'elles ne méritent rien, personne, et qu'elles se sentent pas aimées en fait. Et moi j'avoue que j'ai jamais eu ce problème-là, justement je vous en parlais parce que j'ai eu des parents qui m'ont toujours poussé, j'ai pas eu de problème dans mon enfance vis-à-vis de l'affection, enfin mes parents ils m'ont toujours donné de l'affection, même parfois trop, dans le sens où ça m'a mis dans un confort et je me disais que j'étais déjà parfait comme j'étais, enfin j'étais dans ma petite bulle à moi et en fait la vie elle m'a remis un petit peu parfois avec les ruptures par exemple où je me suis dit en fait non, faut que je m'améliore quand même, faut que je fasse des choses parce que aux yeux de mes parents je suis bien, mais faut aussi que je fasse d'autres choses, enfin j'ai des choses à prouver quand même, c'est pas parce que j'ai reçu un petit peu d'amour, beaucoup d'amour lorsque j'étais petit que ça va suffire à faire quelqu'un, à être bien, tu vois. J'ai envie d'être aimé par mes parents, mais j'ai aussi envie d'être aimé par la future partenaire, en fait, ma future partenaire, tu vois. Enfin, c'est des réflexions que je me suis faites et je me suis dit que ouais, fallait que je m'améliore pour être aimé par mes parents, mais en même temps être aimé par ma future partenaire et aussi être avoir des compétences. Enfin bref, je reviens sur l'affection que m'ont donné mes parents. Donc oui, moi j'ai considéré que c'était très bien, que ça m'a aidé moi à pas me dire que j'ai cette chance de ne jamais m'être senti mal aimé par tout le monde. En fait, j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours eu des parents qui m'ont donné de l'affection. Et par contre, je peux avoir tendance à ne pas m'aimer moi-même alors que tout le monde autour de moi m'aime parce que j'ai un très bon cercle d'amis et de proches. Mais c'est vrai que moi, si on me donne de l'affection mais que moi j'ai le sentiment de pas m'aimer, ça sert à rien en fait, toute l'affection qu'on me donne et c'est ça, je me sens pas bien en fait. Et donc lorsque je prends pas soin de ma santé mentale et que je commence à remettre tous mes choix en question, je me déteste en fait. J'aime pas j'ai l'impression de faire tout le temps les mauvais choix. Et ça m'arrive pas régulièrement, mais par exemple ces dernières semaines, j'ai pas remis en question tous les choix que j'ai fait parce qu'il y a des choix quand même, je me suis dit là c'est les bons choix à faire, mais disons que j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de mauvais choix ces dernières semaines et ça m'a un petit peu affecté ma santé mentale. Donc voilà, j'ai pas forcément des exemples à vous donner de moments où je me suis dit bon là j'ai pas fait le bon choix, etc. Mais c'est plutôt une accumulation de choix que j'ai à faire de par mon activité sur YouTube. En fait, c'est toutes les personnes qui ont une entreprise connaissent ça, ou toutes les personnes qui ont des responsabilités en fait. Et quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de responsabilités, mais quand t'es parent aussi, d'ailleurs quand t'es parent, ça doit être un délire le nombre d'actions que tu dois prendre et le nombre de responsabilités que tu as. Et d'ailleurs mes parents, petite anecdote, je sais pas s'ils veulent que je le dise, mais ils m'ont dit que mes parents ils ont une très bonne relation, c'est-à-dire qu'ils m'ont tout de suite donné. Pour moi, mes parents, c'est un peu le couple parfait parce que même s'ils ont eu sûrement des embrouilles parce qu'ils m'en ont parlé parfois, mais moi, j'ai jamais vu mes parents s'embrouiller devant moi en tout cas. Et du coup,
pour moi, c'est vraiment le couple parfait parce que en plus ils se sont rencontrés lorsqu'ils avaient mon âge, 23 ans, et depuis ils sont restés ensemble et ils s'entendent très bien, ils sont très complémentaires. Voilà, pour moi c'est vraiment le couple parfait. Et je sais que mes parents, ils m'ont dit qu'ils s'étaient vraiment embrouillés une seule fois dans leur vie. Enfin, en tout cas, la plus grosse embrouille qu'ils ont eue, c'était un peu après ma naissance parce qu'ils avaient plein de choses de responsabilité à assumer avec moi, avec ma naissance. Et ils savaient pas vraiment s'ils prenaient les bons choix dans le fait de me donner le biberon à telle heure, telle quantité, telle chaleur, etc. Et je me rappelle que c'était à ce moment-là ils se sont dit, ils m'ont dit maintenant qu'en effet c'était les semaines qui ont suivi ma naissance qui étaient les plus tendues dans le foyer de la famille Dossier. Et du coup, voilà, ça me fait rire parce que c'est un petit peu ça l'idée, c'est que plus on a des responsabilités, plus on a des choix à prendre, et donc plus on peut avoir tendance à mal vivre les choix que l'on prend, surtout lorsqu'on est dans une phase où on n'est pas forcément dans une croissance, en pleine croissance ou en plein développement, et donc on peut avoir tendance à vite remettre en question ses choix, et là ça devient très compliqué, parce qu'une fois que tu commences à prendre, on va dire, il suffit que tu aies pris un mauvais choix un jour, et il se soit avéré que ce soit vraiment un mauvais choix, en l'occurrence, on peut citer aussi Nelson Mandela et dire que il y a soit tu perds, non, tu ne perds jamais, soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais c'est vrai que moi je pense quand même que dans la vie il y a des mauvais choix qui vont peut-être t'apprendre quelque chose, mais que à terme tu aurais aimé ne pas prendre, tu vois. Et une fois que tu as pris un mauvais choix qui s'est avéré être un mauvais choix, c'est compliqué ensuite de retrouver confiance et de te dire ok, maintenant je vais prendre plein de bons choix, ou je vais essayer d'inverser ça. Une fois que tu as eu vraiment un jour un mauvais choix et tu t'es dit celui-là c'était vraiment pas un bon choix, ou tu regrettes quelque chose, c'est difficile. Mais c'est vrai que l'effet inverse se produit aussi. Un jour, si tu as pris un très bon choix, tu vas vraiment te sentir bien. Vraiment, si un jour tu prends une bonne décision, une bonne action un jour, et que tu te sens très bien après, et tu sais que c'était la bonne chose à faire, que c'était le timing, la bonne chose à faire, la bonne personne à voir, la bonne personne à qui parler, ou que ce soit toi personnellement qui ait fait quelque chose et tu savais que c'était la bonne décision, c'est incroyable. Et ça peut lancer une carrière, ça peut te mettre dans une dynamique incroyable, et j'en reparlerai à la fin justement parce que je crois en cette dynamique, et je crois au fait de capitaliser après avoir pris une bonne action dans son quotidien, après avoir fait un bon choix. C'est le moment parfait pour capitaliser, ce moment où tu es content de toi, où tu es fier de toi, fier de tes actions et fier de tes choix. Mais c'est aussi le moment le plus dangereux parce que c'est le moment où tu peux commencer à avoir ton ego qui va te faire prendre ensuite des mauvais choix. C'est vraiment un délire, hein, le fait de se créer une carrière, réussir une entreprise, ou même avoir un objectif dans sa vie personnelle, sentimentale, familiale, etc. Dès que tu as des responsabilités, il y a plein de choix à faire, et c'est vraiment ce processus-là, il est fascinant, mais il est aussi très puissant mentalement. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, analyser ce qui détruit ou renforce notre santé mentale. Moi, ce qui peut me détruire, c'est mon image de moi. Toute ma vie, en tout cas comme maintenant, comme en ce moment je vis seul, et que j'ai pas vraiment de responsabilité personnelle, j'ai pas des personnes à gérer, tu vois, j'ai quelques chats, il est revenu ici, donc j'irai voir ce qu'il a cassé plus tôt dans le podcast. Mais voilà, j'ai des chats, j'ai des relations amicales à entretenir, évidemment, c'est même pas un entretien, c'est un plaisir, mais voilà, j'ai pas d'enfants, et j'ai pas de relation de couple, voilà, donc j'ai pas de relation vraiment long terme que j'ai à gérer. Et donc, moi, ma santé mentale dépend d'à quel point je m'aime moi, en fait. C'est un petit peu ça. Et donc, ces dernières semaines, je me suis un petit peu moins aimé parce que j'ai l'impression d'avoir pas fait les bons choix, ou alors je m'aimais moins et donc j'avais l'impression que je faisais que je faisais des mauvais choix. Je sais pas dans quel ordre c'est un peu le fou la poule, mais c'est vrai que moi en ce moment, j'ai pas l'impression d'avoir fait les bons choix, et donc je me suis un petit peu moins aimé, et c'est pour ça que je me redonne un petit peu d'affection, je me réconforte moi-même. C'est un petit peu ça aussi la santé mentale, c'est se réconforter soi-même, connaître les moments où il faut bien se parler, se réconforter, et connaître les moments où il faut se mettre un petit coup et s'apprendre à être à la fois son propre patron et son propre amant, tu vois, une personne qui se donne de l'amour, être à la fois une personne qui se donne de l'amour quand il faut, et une personne qui se donne un petit peu
qui se reboostent elles-mêmes et qui se redonnent des ordres elles-mêmes, qui se refixent des limites elles-mêmes, parce qu'en effet c'est aussi ça le danger de vivre seul, c'est que c'est à peu près toi qui fixes tes propres limites, tu vois, tes propres limites de sommeil, tes propres limites tu vois, en fonction du métier qu'on fait, mais on a tous quelques heures qui nous appartiennent quand même, et les choix qu'on fait vont déterminer ce qu'on va faire de ces heures qu'on a de disponibles, peu importe le travail qu'on fait, peu importe qu'on soit étudiant ou pas. Et ouais, lorsqu'on vit seul, c'est à nous de choisir ce qu'on fait de ces heures. Et du coup, si je te parle de tout ça, c'est parce que j'ai l'impression que notre santé mentale, elle est liée à notre estime de nous-mêmes. Je l'ai remarqué moi dans mon expérience, et je le remarque aussi avec vos commentaires, avec les messages que vous m'avez envoyés par rapport au sujet de la santé mentale, etc. Et parce que aussi, un truc qui revient souvent des personnes qui ne sont pas en bonne santé mentale, en déprime, en dépression, ou même en phase de tristesse ou de remise en question, c'est ce sentiment de ne rien valoir, tu vois, d'avoir des pensées qui ne valent rien, de ne valoir rien en tant qu'humain, de ne pas se voir créer des choses plus tard, de ne pas se voir réussir plus tard, dans le sens se dire qu'on n'a pas de valeur et se sous-estimer par rapport aux autres. Et le point qui est important à retenir de ce podcast, déjà, c'est que tu as une valeur, tu vois. Tu as une valeur en tant qu'humain, rien que par le fait que tu existes. Rien qu'en existant, tu as de la valeur. Et ensuite, tu peux augmenter cette valeur. Et moi, je le répète souvent, d'augmenter sa valeur, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur au départ. Tu as de la valeur en tant qu'humain. Et tu as plein de choses qui ont de la valeur. Ta réflexion, elle a de la valeur. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu n'as pas des réflexions hyper intéressantes, ou tu as l'impression que tu pourrais faire mieux, que tu pourrais développer, cultiver cet esprit et avoir des réflexions de meilleure qualité. Tes réflexions, elles ont déjà de la valeur. Même si tu pourrais t'améliorer, tes réflexions, elles ont de la valeur. Le fait que tu puisses réfléchir, ça a de la valeur. Tu vois, tu as du temps. Comme je sais que a priori je m'adresse à des personnes qui ont entre on va dire 16 et 26 ans de manière majoritaire sur ma chaîne YouTube, notre avantage à nous, c'est pas forcément le capital. On n'a pas forcément à notre âge un réseau, du capital et beaucoup d'expérience. Tu vois, ça c'est les inconvénients, c'est ce sur quoi on ne peut pas vraiment profiter de nos avantages lorsqu'on a cet âge-là, lorsqu'on est dans cette tranche d'âge-là. Par contre, nous, ce qu'on a comme avantage, c'est notre énergie, c'est notre enthousiasme, c'est normalement notre optimisme, même si je trouve que ça manque dans notre génération. Et donc ça, ce temps-là et cette énergie-là, c'est notre avantage à nous. Et si tu prends conscience déjà que ça a de la valeur, toi aussi tu devrais comprendre que toi tu as de la valeur en fait. Ton corps, ce corps que tu as, cet esprit que tu as, ça a énormément de valeur, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux, et là il y a sûrement je sais pas, il y a peut-être une araignée qui te regarde au coin de ta chambre, ou des fourmis qui te voient passer quand tu marches dans la rue. Je pense qu'elles aimeraient bien avoir ta conscience, elles aimeraient bien avoir ta capacité de se déplacer, tu vois, aussi vite, et d'avoir cette réflexion, tu vois, ou alors elles s'en rendent même pas compte. Mais c'est ça, on s'en rend même pas compte de la chance que l'on a de pouvoir réfléchir comme ça, de pouvoir se déplacer également. Et ça a de la valeur, en dehors du fait que, oui, en effet, c'est chiant parfois, et je suis d'accord, je suis le premier à le dire, hein, parfois que je vois mes chats, par exemple, parfois je me déplace et je vois mon chat qui se relaxe tranquille sur le canapé. Parfois j'aimerais être un chat, j'aimerais ne pas avoir toutes ces réflexions-là, j'aimerais ne pas avoir à gérer toutes ces réflexions que j'ai en tête, j'aimerais avoir moins de pensées en tête, j'aimerais avoir plus de clarté d'esprit, j'aimerais être un chat, juste avoir à me reposer et voilà, me faire nourrir par mon maître. C'est un petit peu ça la vie d'un chat. Mais j'embrasse aussi cette difficulté qui est celle d'être un être humain, et toute la complexité qui vient avec, parce que je pense avoir pris conscience de la valeur que ça a, ces réflexions, cette capacité de se déplacer, cette capacité de faire des choses avec son corps, avec sa tête. Et une fois que tu as pris conscience de ça, normalement tu prends conscience de ta valeur, tu vois. Après, c'est un travail à faire sur le long terme, c'est comment est-ce que tu peux construire ta propre valeur, et toutes les actions que tu vas faire dans les prochaines années, tout ce que tu ne vas pas faire aussi, tout ce que tu ne vas pas oser dire, dans le sens, tout ce que tu vas te retenir de dire parfois, pour ne pas mentir par exemple, toutes ces choses-là, ça va augmenter ta valeur. Et il faut partir quand même de la base que, en tant qu'être humain, peu importe ce que tu penses, peu importe l'image que tu as de toi-même aujourd'hui, tu as de la valeur. Et ensuite, tu peux faire des choses qui vont augmenter cette valeur-là. Et parfois, tu feras des choses qui vont peut-être baisser cette valeur-là, comme ça a été le cas ces dernières semaines, moi, où l'estime que j'avais de moi-même ces dernières semaines s'est un petit peu baissé, et c'est un mécanisme que je mets en place. Moi, cette estime de moi, ce fait d'avoir une estime de moi qui est variable, c'est un mécanisme limite de protection que j'ai mis en place pour
me pousser à faire des choses et à remonter cette estime de moi-même, parce qu'encore une fois, j'ai un passé, j'ai un background, comme dirait DJ Snake, j'ai un background et je sais que je dois me parler d'une certaine façon pour faire des choses dans ma vie, pour être fier de moi, et je ne veux plus retomber dans cette phase-là dans laquelle j'étais au lycée par exemple, où j'étais pas fier de ce que je faisais et où j'étais pas fier de me voir dans le miroir, ok? Mais donc, tu as de la valeur en tant qu'humain, et ensuite, ce que je te conseille de faire, et retiens bien ce conseil parce que c'est un des conseils les plus pratiques que je pourrais donner dans ce podcast, et c'est un des conseils principaux, c'est d'avoir des modèles mentaux. Qu'est-ce que c'est un modèle mental? C'est, on va dire, un chemin mental à suivre pour toutes tes idées et pour toutes tes pensées. C'est-à-dire que ton cerveau, pour l'instant, si tu n'as pas de modèle mental, ton cerveau, c'est juste un espace public où plein d'idées se mélangent et viennent et repartent. Certaines restent plus longtemps que d'autres, certaines ne restent qu'une journée. Parfois, il y a des émotions qui arrivent qui durent que quelques secondes, quelques minutes, et tout se mélange un petit peu. Et mettre en place des modèles mentaux, c'est créer dans sa tête un cheminement à suivre pour quasiment toutes les pensées que l'on a, tu vois. Dans le sens où, lorsque moi, par exemple, je suis triste, ou je me sens triste, je me dis pas, dès que je ressens un petit peu de tristesse, ah ok, je suis triste, je suis une personne triste, ça définit mon identité, et comme je suis triste, je ne ferai rien aujourd'hui. Quand je ressens de la tristesse, d'abord, moi, mon modèle mental, parce que c'est un des modèles que j'ai créé moi, mais le but de ce podcast, c'est que toi, tu en crées aussi des modèles mentaux. Mais moi, par exemple, lorsque je ressens de la tristesse, j'essaye de me voir à la troisième personne, comme avec cette idée d'avoir une caméra qui me regarde et de revenir à la troisième personne. Et je me demande, pourquoi est-ce que je suis triste, déjà? Et même encore plus que ça, dans le fait de me voir à la troisième personne, parfois je me dis, Grégoire, il est triste. Pourquoi est-ce qu'il est triste en ce moment, Grégoire? Et comme si je parlais avec une autre personne de moi à la troisième personne, et c'est pas du tout ça peut parler de soi à la troisième personne, souvent c'est vu comme quelque chose d'égocentrique, c'est genre le gars il parle de lui à la troisième personne. Non, là c'est je m'observe de l'extérieur, et donc c'est un petit peu comme si je discutais avec la partie rationnelle de mon cerveau, et que j'étais là, c'est bizarre, regarde, Grégoire il est triste aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est triste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà pour qu'il soit pas triste? Ou alors, est-ce qu'il est juste triste comme ça? Est-ce qu'il y a une raison derrière? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a l'émotion de la tristesse qui a décidé de rentrer dans son cerveau et qui a décidé de lui dire bonjour, tu vois? Un petit peu comme les émotions, on sait pas exactement... Alors, les émotions, elles ont souvent une signification. Mais je pense, et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un modèle mental, c'est que les émotions, elles doivent pas prendre le contrôle de notre cerveau dès qu'elles rentrent dans notre cerveau. Pour moi, il doit y avoir un cheminement mental avant que l'émotion nous pousse à faire ou ne pas faire quelque chose. Et c'est ça qui est très compliqué, surtout avec des émotions très difficiles à gérer comme la colère ou la tristesse, justement, qui te prennent comme ça et qui prennent le contrôle de ton corps. Je pense que c'est important d'avoir un cheminement, de préparer un cheminement, de mettre en place une file d'attente, tu vois, pour les émotions, pour tes idées, et de ne pas accueillir toutes les idées, toutes les émotions que tu peux ressentir à un moment, dès que tu commences à les ressentir, et à prendre des décisions sur ces émotions, tu vois. Et souvent, c'est les décisions que l'on regrette, d'ailleurs, les décisions que l'on prend sur le coup de l'émotion. Et donc, tout l'intérêt, c'est ça l'intérêt de mettre un cheminement, parce qu'aussi, si on revient à la santé mentale, en dehors d'essayer de ne pas faire des choses que l'on va regretter, l'intérêt de prendre soin de sa santé mentale, c'est de garder une clarté d'esprit. Et tu peux pas avoir une clarté d'esprit quand tu as tellement de pensées comme ça qui se mélangent, tellement de pensées, tellement d'émotions qui se mélangent, et c'est pour ça que tu dois mettre en place un cheminement mental. Et donc moi, mon cheminement, c'est d'essayer d'observer mes émotions à la troisième personne, de comprendre pourquoi je ressens telle émotion, pour ensuite potentiellement travailler sur le problème, sur la source de l'émotion, ou alors de comprendre que c'est parfois juste une émotion, et que comme je suis un être humain, je suis soumis à des lois naturelles comme la gravité par exemple, et selon moi les émotions c'est aussi une loi naturelle, dans le sens où à partir du moment où tu es un humain et que tu es né sur Terre, tu vas ressentir des émotions. Parfois elles n'auront pas vraiment de sens, parfois tu ne sauras pas forcément d'où elles viennent, parfois elles viendront d'une actualité, parfois elles viendront juste du manque de luminosité, par exemple, si tu n'as pas eu assez de lumière du soleil et donc tu ne produis pas autant de vitamine D que nécessaire, ça peut être lié à des choses comme ça. Ça peut être lié aussi à un ami que tu as vu il y a pas longtemps qui dégageait une énergie plus négative parce qu'il lui est arrivé quelque chose et du coup ça t'impacte parce que c'est ton ami et que vous êtes quand même connecté un minimum. Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être même lié à une musique que tu as entendue à la radio, tu vois, quand tu étais dans ta voiture. Mais il y a tellement de sources différentes de choses qui peuvent te provoquer des émotions que tu es obligé d'avoir des cheminements, surtout dans notre génération où on est exposé à plein de stimuli différents qui peuvent
te faire agir de manière émotionnelle, et donc tu es obligé pour moi de mettre en place un cheminement mental, et je dirais même de discriminer certaines émotions et certaines pensées, parce que je suis obligé, moi, dans ma tête maintenant, il y a tellement de pensées, et surtout pour les personnes, alors je sais que ça concerne ça concerne qu'un pourcentage de la population, mais les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, en tant que personnes qui vont produire du contenu sur les réseaux, comme moi par exemple, on est exposé à tellement de personnes différentes et de réactions différentes qu'on est obligé de discriminer les pensées que l'on peut avoir, parce qu'il y a nos propres pensées, mais il y a aussi les pensées que les autres vont nous mettre dans notre tête, parfois à juste titre, parfois à mauvais titre, dans le sens où parfois c'est pas des bonnes pensées à se mettre dans notre tête, tu vois. Par exemple, s'il y a des personnes, si elles avaient écouté les critiques au début de leur carrière, elles auraient pas fait carrière. Moi, c'est pas vraiment ça dont je parlais plutôt de, par exemple, en ce moment sur les réseaux, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus opposées sur les réseaux. Et donc moi, comme je suis dessus, je le vois, je le ressens, et donc je peux commencer, si j'écoute toutes les personnes si je lis tous les commentaires, si je vois tout ce qui se passe sur les réseaux, je peux péter un câble en fait. Donc c'est important pour moi de discriminer aussi les pensées que je peux avoir, et de comprendre qu'il y a des pensées que moi j'ai eues personnellement dans ma vie qui sont importantes, et des pensées que d'autres personnes m'ont mises dans la tête qui sont pas forcément toujours aussi importantes. Bien sûr que s'il y a des pensées qui reviennent régulièrement des autres, dans le sens d'avoir des critiques constructives par exemple, je vais les prendre en compte. Petit à petit, elles vont se mélanger avec mes propres pensées, et donc ça va devenir ma nouvelle réalité. Mais tu peux pas te permettre de laisser rentrer toutes les pensées de tout le monde tout le temps dans ta tête. En fait, ton cerveau ne doit pas être une place publique où tout peut rentrer, où toutes les pensées de tout le monde peuvent rentrer, où toutes les émotions que vont essayer de te faire produire les musiques que tu écoutes, essayer de te faire ressentir les musiques que tu écoutes, les choses que tu entends dans la rue, les choses que tu entends à la télé, les choses qu'on va te dire. Enfin, tu peux pas, tu dois sécuriser un peu ton espace mental, tu vois. C'est normal, si tu ne sécurises pas cet espace qui est si important qu'est ton espace mental, d'avoir des problèmes ensuite de santé mentale, parce que tu dois sécuriser cet endroit, tu vois. Tu peux pas laisser tout le monde l'intégrer, tu peux pas laisser tout le monde décider de ce que tu dois penser, ressentir, etc. Donc voilà, ça c'est important de prendre conscience de ça, de prendre conscience de la valeur de cet espace mental, parce que tout dépend de comment ça se passe dans ta tête. Tout dépend de comment ça se passe ici. Tout ce que tu vas vivre va être modifié par ce filtre interne qui est juste ta perception des choses. Il peut se passer des choses incroyables dans ta vie. Si mentalement ça ne va pas bien, tu vas vivre mal ces choses. Et c'est arrivé à plein de personnes qui pensaient se réconforter dans, par exemple, une expérience. Elles se disaient, le jour où j'irai dans ce pays, tout ira mieux. Le jour où je serai avec une personne et que je serai en couple, tout se passera mieux. Le jour où j'aurai ce salaire, tout se passera mieux. Et souvent, ces personnes se rendent compte que le jour où elles ont ce qu'elles ont tant désiré, ça ne change pas grand-chose à leur vie. Ce qui compte, c'est d'être dans un meilleur espace mental. Et évidemment, des possessions matérielles ou une stabilité financière peuvent aider ça. Mais je pense que ce qui compte le plus, c'est pas l'endroit où tu habites, c'est à quel point ça se passe bien dans ton espace mental. En fait, tu peux habiter, selon moi, dans le plus beau des appartements ou un bel appartement où tu es confortable. Si tu ne te sens pas bien dans ta tête, tu ne te sentiras pas bien dans cet appartement, parce qu'en réalité tu n'habites pas dans un lieu, tu n'habites pas dans un... Même si là j'habite ici, tu vois, j'habite dans ma maison en effet, mais j'habite surtout dans ma tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de faire des activités qui nous sortent un petit peu de notre tête, de notre propre tête. C'est pour ça que je recommande le sport, encore une fois, ou n'importe quelle activité qui te captive assez pour oublier parfois tes pensées, pour ensuite y revenir de manière plus reposée. Mais tu vis dans ta tête. Et donc, ça me paraît important de parler de ça, de parler de prendre soin de cet espace mental, de sécuriser cet espace mental, de t'y sentir bien, d'être bien avec toi-même, bien avec tes propres pensées. Et donc ça aussi, ça passe par le non-jugement. Tu vois, je parlais d'apprendre à se confier à une personne, etc., de parler à un psychologue. Pourquoi ? Parce que c'est important de parler avec une personne avec qui on se sent bien, avec qui on se sent safe, avec qui on ne sent pas de jugement. Et toi-même, tu ne dois pas juger tes pensées. C'est aussi pour ça que j'avais parlé avec qui j'en avais parlé, c'était sûrement avec Arthur, je crois. Non, c'était avec Paolo Z sur le podcast, où je lui disais que parfois j'avais des pensées cheloues, des pensées très cheloues parfois qui arrivaient le matin. Alors pas des pensées sombres, comme j'ai pu en parler avec Arthur, mais des pensées cheloues. Parfois, je vais pas en parler par pudeur, mais parfois j'ai des pensées...
je me dis comment est-ce que je peux penser ça, enfin, ça n'a pas de sens, ou ça n'a pas de sens de penser ça à 8h du matin, 9h du matin, parce qu'on a un côté bizarre en tant qu'humain aussi. Et moi, je ne juge pas mes pensées. Comme ça, je me sens à l'aise avec mes propres pensées. Tout va passer par ce filtre. Donc c'est important aussi dans les prochaines années d'expérimenter des belles choses, mais encore plus de faire attention à ce filtre par lequel vont passer toutes tes expériences en fait. Il peut se passer des belles choses dans les prochaines années. Si mentalement ça ne va pas bien, ces choses-là n'amélioreront pas ton quotidien. Ce qui va améliorer ton quotidien, c'est de modifier ce filtre interne, d'être bien ici mentalement, d'être bien avec tes propres pensées, être confortable avec toi-même et tes propres pensées. Comme ça, tu pourras apprécier encore plus les expériences que tu vivras. Mais ne pense pas dans les prochaines années que atteindre un objectif, être en couple, avoir un certain salaire, être socialement à un tel niveau, ça va améliorer ta vie si mentalement tu n'as pas fait ce travail aussi d'être plus à l'aise avec toi-même et avec tes propres pensées. C'est ça que j'appelle le filtre interne. Et comment est-ce qu'on fait maintenant pour être à l'aise avec ses propres pensées? On ne juge pas ses pensées. C'est comme lorsque je parlais de parler avec un ami, parler avec un psychologue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se confier à des personnes et se sentir bien avec ces personnes? Pourquoi est-ce qu'on se sent bien avec nos amis? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur de parler avec nos amis? Parce que normalement, on se sent safe avec nos amis, parce que normalement, on se sent confortable et on n'est pas jugé lorsqu'on dit quelque chose. Et pour être à l'aise avec tes propres pensées, tu ne dois pas juger tes propres pensées de la même manière que lorsque tu es avec un ami, normalement, tu n'es pas là en train de lui faire des reproches tout le temps, ou tu n'es pas là en train de le juger lui, tu es censé l'aider à aller mieux, donc tu l'écoutes et puis tu ne juges pas. Et tu peux le conseiller, mais tu n'es pas dans le jugement en fait, tu n'es pas en train de dire « Ah, tu me dégoûtes quand tu dis ça » ou « Ah, ça me dégoûte », ça c'est du jugement. Et toi tu dois faire pareil avec tes propres pensées, mais c'est un travail, ça prend du temps, mais ouais, moi c'est comme ça que j'ai réussi à être plus à l'aise avec mes pensées, être plus à l'aise avec moi-même, c'est en ne jugeant pas mes pensées, en les prenant comme elles le sont, en les classant, en comprenant que toutes les pensées ne se valent pas. Les pensées que je peux avoir parfois après une longue balade en forêt d'introspection, elles ont sûrement plus de valeur que les pensées que je vais avoir après avoir regardé une vidéo ou ou en soirée à 23h alors que je suis en train de m'amuser, de me divertir, tu vois. Souvent les pensées que j'ai eues les plus intéressantes, c'était souvent après une balade, après des longs moments d'introspection, etc. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas juger tes pensées, mais tu dois aussi les comprendre qu'elles n'ont pas toutes la même valeur. Et voilà, donc c'est ça selon moi. Selon moi, c'est ça, être à l'aise avec ses pensées, c'est ne pas toutes les prendre au premier degré, tu vois, ne pas toutes penser que toutes les pensées que tu as veulent dire quelque chose, de ne pas toutes les juger, de ne pas juger tes pensées, parce qu'il y en aura des bonnes, il y en aura des mauvaises, c'est comme les idées, tu vois, et d'être à l'aise avec ça. De la même façon que pour être à l'aise avec ton corps, tu dois aussi parfois te regarder dans le miroir, te donner un peu d'amour, et c'est pareil, c'est le même raisonnement en fait. Donner de l'amour à son corps pour être plus à l'aise avec son corps, c'est en voyant ton corps, c'est pas en te cachant, en mettant un t-shirt ou un sweat pour cacher ton corps que tu vas en être fier, tu vois. Il faut le voir, il faut le regarder régulièrement comme un personnage de série auquel tu vas t'attacher en le voyant régulièrement. C'est pareil pour ton corps, c'est en le voyant de manière régulière que tu vas provoquer ce sentiment d'affection pour ton corps. C'est en voyant aussi ce qu'il te permet de faire, tu vois. Tu peux pas être fier d'avoir un corps si tu comprends pas l'intérêt d'avoir un corps en bonne santé. Et tu peux pas, de la même façon, être fier de tes pensées si tu es tout le temps dans le jugement, en train de te dire que tes pensées n'ont pas de valeur, etc. Si tout le temps, ce qui trotte dans ta tête, c'est je ne vaux rien, mes pensées ne valent rien, personne ne m'aime, etc. Tu dois changer ce disque en fait. Ça fait très développement personnel, coach qui va essayer de te faire un lavage de cerveau positif, mais c'est un petit peu ça que tu dois faire quand même. C'est faire de cet espace mental qui pour l'instant est occupé par des pensées négatives, un espace où tu te sens bien, un espace où tu te sens confortable. Reprends le contrôle là-haut, reprends le contrôle de tes pensées et établis un ordre, établis un système qui te permet de mieux vivre les pensées, de ne pas accueillir toutes les pensées possibles parce que sinon tu vas être submergé, et remets de l'ordre là-haut. Hiérarchise un minimum les pensées et fais toujours passer en priorité tes pensées à toi qui auront sûrement plus de valeur parce qu'elles seront issues de ton expérience à toi, et accueille quand même les pensées évidemment d'autres personnes, les conseils d'autres personnes, mais ne fais pas rentrer aussi facilement que tu le fais sûrement aujourd'hui toutes les pensées que tu peux avoir et toutes les émotions, et n'agis pas tout le temps par rapport à ce que tu ressens, tu vois. Tu dois aussi parfois avoir des objectifs vers lesquels tu avances, et
comprendre que parfois tu dois faire des choses même quand tu n'as pas envie de les faire. Et ça, c'est la discipline. J'en ai parlé déjà beaucoup de fois sur la chaîne, mais c'est un petit peu, c'est la base aussi pour atteindre un objectif. Tu dois parfois, et la plupart du temps même, faire quelque chose même quand tu n'as pas envie de le faire, lorsque tu sais que c'est bon pour toi. On arrive à la dernière partie de ce podcast qui est un conseil, c'est celui de s'encourager. Je peux pas dire le nombre de fois où ça m'a fait du bien de voir un message positif, un message qui me pousse, un message encourageant, comme j'en reçois beaucoup actuellement d'ailleurs, et c'est très cool, mais je pense surtout à mes débuts sur YouTube où il a fallu parfois d'un compliment une semaine, parce que tu reçois pas des commentaires tous les jours lorsque tu débutes sur YouTube, un commentaire qui arrive une fois, qui est sympa, qui te pousse et qui te donne envie de faire des choses qui ensuite te permettent des petites choses comme ça qui vont te permettre de gagner confiance en toi, d'améliorer ton estime et donc d'être dans un meilleur état mental, tu vois. Et je pense qu'on manque d'encouragement, alors c'est tout bête, mais essayez d'encourager vos proches et encouragez-vous vous-même aussi, parce que toutes les choses que tu fais, tu les vois. Tu es ton... C'est pour ça que les personnes se détestent aussi la plupart du temps. Alors, il y a sûrement plusieurs raisons, mais les personnes qui se détestent de manière régulière, enfin qui ont beaucoup plus de facilité à aimer d'autres personnes qu'elles-mêmes, c'est parce que ces personnes, nous, on se voit tout le temps. On se voit tout le temps faire, on se voit tout le temps ne pas faire également. Lorsqu'on ne fait rien, on se voit ne pas faire, comme je l'ai dit pour mon cas il y a quelques semaines, enfin ces dernières semaines, je me suis pas vu faire grand chose et franchement c'est pas très plaisant. C'est pour ça que mon estime a légèrement baissé ces dernières semaines. Et je dirais que parce que c'est tellement simple en fait de constater tout ce qu'on fait mal, parce qu'on fait forcément des erreurs au quotidien, on fait forcément on n'optimise pas son quotidien à 100%, enfin il y a plein de choses qu'on peut améliorer, et comme on voit ça, c'est très facile de se détester au fur et à mesure du temps, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de faire des choses au quotidien et de s'encourager au quotidien pour essayer, au lieu de se détester de plus en plus, tu vois, comme c'est le cas de beaucoup d'humains qui accumulent tellement de choses et ensuite sont dans le déni en fait, parce qu'ils ont tellement de choses qu'ils pourraient se reprocher, qu'ils préfèrent se raconter une histoire différente et juste oublier, tu vois, se divertir et oublier, tu vois, tout ce qu'ils auraient pu faire ou tout ce qu'ils n'ont pas fait. Je pense que c'est important de s'encourager au quotidien, d'être son propre fan et de s'encourager soi-même et aussi surtout d'encourager les autres, parce que les autres, justement, comme tout le monde, on se voit tous à la première personne, on est tous au courant, nous, de ce on se voit tous, enfin, c'est logique, enfin, on se voit tous faire ce qu'on fait au quotidien, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'aimer quelqu'un d'autre dont on connaît moins les failles et dont on voit moins les... Déjà, on ne voit pas les pensées, tu vois, on ne peut pas deviner les pensées de quelqu'un. Et donc, nous, parfois, juste le fait d'avoir des pensées, ça nous fait baisser notre estime de nous-mêmes. Et on a tellement de raisons de choses qui peuvent nous pousser à avoir une plus faible estime de nous-mêmes, que c'est important aussi de s'encourager au quotidien et d'être dans cette démarche de vraiment encourager les gens autour de soi, tu vois. Et même encourager les autres, lorsqu'ils font des choses ensuite, ça te procure du bien-être, tu vois, ça te fait te sentir bien vis-à-vis de toi-même, et donc c'est bien même toi pour ta santé mentale, tu vois. Change ton état d'esprit. Arrête de toujours voir ce que les autres font de moins bien, même si justement c'est souvent quelque chose que tu ressens quand tu es dans un mauvais état mental. Enfin moi, les phases de ma vie où j'étais le plus frustré, c'était les phases où j'étais parfois le plus méchant avec les autres autour de moi, ou le plus critique, et les phases où j'étais le mieux dans ma vie, c'est des phases où je voyais même pas l'intérêt en fait de partager en fait des pensées négatives, parce que j'en avais à peine en fait dans mon quotidien. Et c'est ça selon moi aussi la responsabilité d'un adulte, c'est de ne pas faire plus de mal qu'il ne pourrait en faire, tu vois. Pour moi, imaginons qu'un jour je reçois beaucoup de commentaires négatifs, ou je vois passer beaucoup d'actualités qui me mettent dans un sale état, ou où je ressens même des pensées négatives dans ma journée de manière plus ou moins aléatoire. Mon but, c'est de pas les redistribuer, tu vois. C'est pas une patate chaude, c'est pas les émotions négatives. On a notre part de responsabilité, et si on veut faire du bien à notre communauté, on doit aussi apprendre à gérer nous-mêmes ces pensées négatives et ouais, à pas les propager, tu vois. Et donc moi par exemple, si un jour je me sens pas bien, ou que je suis énervé, ou que je ressens des choses négatives, et que je vais faire du sport et que je me sens mieux ensuite, et que je rentre chez moi et que je suis dans un meilleur état mental, et qu'ensuite je suis dans une démarche d'encourager plutôt mon entourage, j'ai fait du bien au monde, j'ai amélioré un petit peu le monde, et ça me fait me sentir bien, et donc c'est encore mieux pour ma santé mentale, tu vois. Et il faut rentrer dans cette démarche là, je pense, parce que c'est important de trouver toutes les raisons et toutes les stratégies possibles pour ne pas se détester à la fin de la journée, et pour changer cette perspective. Enfin,
tu devrais trouver aujourd'hui, si je te demandais d'écrire sur un papier 10 choses que tu aimes de toi, 10 choses que tu aimes bien retrouver en toi, tu devrais être capable de le faire en 30 secondes, tu vois. Et si t'es pas capable de le faire, c'est parce que t'as pas encore fait ce travail, et parce que t'es au stade 0 ou au stade 1 où tu n'arrives même pas à apprécier, en fait, à t'apprécier, à t'évaluer en tant que personne. T'arrives même pas à te dire que t'es une bonne personne et que t'es capable de faire des choses et que t'as pas encore peut-être assez d'action pour justifier ça, pour justifier le fait que tu devrais t'aimer, en fait. Il te manque des objectifs, ou il te manque des exemples de choses où tu as fait quelque chose de bien qui pourrait te permettre d'améliorer cette valeur-là, de te considérer, d'augmenter ta considération, enfin d'augmenter ta valeur. Donc essaye d'écrire 10 choses que tu aimes bien de toi, physiquement ou même mentalement, des choses que tu as, des réflexions que tu as pu avoir à un moment, des actes que tu as pu faire, des choses que tu t'es empêché de faire à un moment. Essaye de noter des choses que tu aimes bien de toi, des choses que tu es fier d'avoir, et je pense que ça pourra t'aider à t'apprécier plus, parce que c'est peut-être aussi ça la santé mentale, c'est trouver des raisons de s'apprécier plus pour qu'on arrête d'avoir tout le temps ces pensées qui sont difficiles à gérer, et ce filtre négatif qui t'empêche d'expérimenter pleinement et d'apprécier vraiment ce que tu vis au quotidien. Parce que voilà, lorsque c'est le nuage dans notre tête, bah c'est difficile d'apprécier vraiment les choses qui nous arrivent au quotidien, et c'est pour ça que c'est important de gagner cette clarté d'esprit, tu vois. Mais donc voilà. Je sais pas trop quoi penser de ce podcast, parce que c'est un peu un mélange de... Il y a des concepts que j'ai vus dans des livres, il y a des concepts que j'ai tirés de mon expérience, et c'est un peu un mélange de plein de choses, parce que la santé mentale, il y a assez peu d'écrits sur le sujet, c'est mental, tu vois, c'est ce qui se passe dans notre tête, et moi je voulais juste te partager aujourd'hui comment est-ce que j'arrive aujourd'hui à mieux gérer les pensées qui arrivent dans ma tête, comment est-ce que j'arrive à gagner en clarté d'esprit, et aussi comment j'arrive à structurer mon esprit pour ne pas être submergé par toutes les actions par toutes les pensées que je pourrais ressentir, toutes les pensées que je pourrais avoir, ou toutes les émotions que je pourrais ressentir, tu vois. C'est un peu... chacun essaie de se débrouiller comme il peut pour gérer au mieux ses pensées, parce que tu l'as compris, le but c'est de pas se laisser submerger par ça, parce que sinon en tant qu'humain on a tendance à réfléchir tout le temps, on est une machine à réflexion, tu vois, on est fait pour progresser, on est fait pour évoluer, et donc la conséquence négative de ça parfois c'est qu'on a trop de pensées, tu vois, et on n'est pas assez formé pour gérer ces pensées là. Donc prends ce podcast comme un partage d'expérience, tu vois, pas forcément comme la vérité absolue. Construis cette façon de penser, construis cette structure de pensée, ce système qui te permettra de mieux gérer tes pensées. Ne prends pas toutes tes pensées et toutes tes émotions au pied de la lettre. Ne pense pas qu'elles se valent toutes les émotions ou toutes les pensées que tu peux avoir se valent toutes. Il y en a des plus importantes que d'autres. Et ne laisse pas des pensées d'autres personnes trop facilement rentrer dans ton cerveau, surtout si ce sont des pensées négatives. Et continue de prendre soin de ta santé mentale par l'effort physique, par le mouvement, par les actions simples, écrire, lire, bouger. Et puis ensuite, une fois que tu auras fait ce travail, il te restera plus qu'à agir et à faire des choses, mais les deux vont de pair, tu vois. Agir et prendre soin de sa santé mentale, ça va ensemble, parce que l'inaction, c'est ce qui cause aussi des problèmes de santé mentale. Donc prends soin de ça, prends soin de toi, et puis j'espère que tu auras apprécié ce podcast, et puis on se retrouve dans une semaine pour un épisode solo ou un épisode en duo. Prends soin de toi, prends soin de tes projets, prends soin de ta santé mentale, et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.